Coup de poker de Michael Dell, le fondateur et PDG du groupe Dell, ex-numéro 1 dans la fabrication d'ordinateurs, rachète sa propre société. Coût de l'opération, plus de 24 milliards de dollars. Le but de Michael Dell est en fait de faire sortir son groupe de la bourse, où la société est en chute libre depuis plusieurs années. Dans cette partie, il peut compter sur ses amis, Bill Gates de Microsoft qui rentre avec 2 milliards de dollars, et Glenn Hutchins, PDG de Silver Lake, un fonds d'investissement américain qui met la modique somme d'1 milliard. Après presque 2 ans de conflit, la situation humanitaire en Syrie continue de se dégrader. En 2 ans, le produit intérieur brut de la Syrie a déjà baissé de 30%. L'industrie agroalimentaire est également fortement touchée par la guerre. Selon les Nations Unies, déjà 4 millions de personnes ont besoin de l'aide internationale et ce chiffre continue d'augmenter. Pour venir au secours de la population, le Programme alimentaire mondial a donc décidé d'intensifier ses opérations. Après les grèves et les manifestations, les salariés de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois ont trouvé un nouveau moyen de se battre au travers d'un clip de rap. Réalisé et tourné avec des ouvriers de PSA, ce clip entend dénoncer la fermeture annoncée de l'usine. Bienvenue sur le plateau de Focus Eco, aujourd'hui avec Sandrine Houry-Aron et Pena Moyal, spécialiste des marchés, Sandrine, PDG de Asia Asset Management. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un continent dont on parle depuis quelques temps en termes d'investissement, c'est l'Afrique. Est-ce que le moment est enfin venu? Est-ce qu'il faut investir en Afrique? Il faut savoir que la croissance en Afrique est élevée. Donc, on parle des pays qui ne sont pas en guerre. On va toujours faire la différence entre les pays en guerre et les pays pas en guerre. 5%, entre 5 et 6? Alors, on était entre 6 et 7 avant 2008. Aujourd'hui, on s'attend à 5,25 pour le 2012-2013. Donc, un taux de croissance qui est relativement élevé. Ils ont assez bien traversé la crise. Donc, eux, ils ont été touchés par la crise uniquement sur l'inflation alimentaire. Donc, pour eux, on va en revenir, mais le problème, c'est l'inflation alimentaire. Pour ce qui est du reste, l'Afrique a bien traversé la crise. Ils avaient beaucoup de réserves avant 2008 qui leur ont permis en fait de passer cette période. Et donc par rapport au reste du monde, on peut dire que l'Afrique est bien repartie. Et les révolutions arabes sont d'ailleurs venues par rapport à cette crise alimentaire, donc les prix. Il n'y a pas une grande inflation, mais côté alimentaire, il y avait une explosion des prix, n'est-ce pas? Absolument. Donc il faut savoir qu'en fait, quand on parle par exemple du riz, qui est quand même un aliment de base pour l'Afrique, donc on sait qu'il y a 7% de la production du riz qui va servir vraiment à l'alimentation. Ça représente 7% de la production mondiale. C'est rien. C'est rien. C'est absolument rien. Voilà. Donc ça explique en fait qu'un tout petit mouvement sur le riz va provoquer, sur la production de riz mondiale, va provoquer une grosse variation au niveau des prix. D'où le problème de l'inflation alimentaire qui touche l'Afrique. Donc une petite variation va en fait avoir de très gros effets sur le consommateur final. C'est le problème de toutes ces commodities là, qu'on appelle soft, grains, etc., où le but final n'est pas comme l'or ou le pétrole, qui peuvent servir à l'industrie, etc., mais qui servent vraiment à nourrir les gens, le blé, le riz, etc. C'est, quand il y a un décalage, une hausse sur les prix, là on voit directement le problème concrètement, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent plus se nourrir. C'est quand même alarmant. D'ailleurs, la politique et l'économie sont deux secteurs, ils semblent indissociables. Il faut, à la limite, s'intéresser au contexte politique d'un pays avant d'investir. Bien sûr, de toute façon, en Afrique, on ne peut pas s'intéresser à un pays sans s'intéresser au contexte politique, c'est évident. Parce qu'on a quand même beaucoup de pays qui sont en guerre en Afrique, beaucoup de pays instables au niveau gouvernemental. Donc évidemment, c'est une chose à vérifier en premier lieu, bien sûr. C'est toujours dangereux d'investir en Afrique parce qu'on peut y avoir un coup d'État, une révolution. Alors en fait, on ne va pas investir en Afrique comme on va investir sur un autre coin du monde. Ouais. Quand on investit sur le marché américain, sur le marché européen, sur le marché, les marchés émergents, le Brésil, de la Chine, l'Inde, on ne va pas investir sur ces pays comme on va investir sur l'Afrique. D'abord, au niveau des moyens pour investir, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a quasiment pas de bourse. On a trouvé, je crois, en tout et pour tout, un fonds qui investit sur des sociétés africaines. Donc, techniquement, c'est compliqué d'investir. Ça va plus être des investissements réels, donc plus
quelqu'un qui, un industriel ou un homme, je sais pas, quelqu'un qui veut investir, par exemple, on est en train d'aider terrains. Voilà, là on est en train d'aider un de nos clients à construire, à faire la première banque locale au Sud-Soudan. Donc on va l'accompagner dans le développement de cette banque. Donc c'est plus quelqu'un qui veut faire des investissements réels en Afrique. Investissement direct, sans passer par des actions de titres cotés comme on a l'habitude de faire des investissements classiques, ou comme on en parlait lors d'une dernière émission, des ETF, des fonds, etc. Il n'y a pas de marché encore véritablement mature sur ce type de fonds. Voilà. Ce qui me semble d'ailleurs mieux pour le pays, c'est-à-dire on investit dans le pays, on le développe en même temps, en construisant des usines, des infrastructures, on ne peut pas dire que c'est mieux, c'est simplement que ces pays sont à un autre niveau de développement. Donc ce n'est pas un pays qui est suffisamment... par exemple, un des pays, moi, qui m'intéresse énormément et qui intéresse les Israéliens, parce qu'on a de bonnes relations avec, c'est le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan. Donc il y a un nouveau pays qui a eu son indépendance il y a à peu près un an, un nouveau pays. Donc ils se sont séparés du reste du Soudan. Apparition avec les Soudans. Voilà, tout à fait. Et donc ça, c'est un pays où d'abord il y a de très bonnes relations avec Israël. Alors moi, petite anecdote, on m'a raconté que, en fait, quand ils construisent des immeubles, des maisons, enfin plutôt des maisons au Sud-Soudan, ils vont mettre une étoile de David dans les fondations parce que ça leur porte bonheur. C'est quand même sympathique. Donc il y a des relations assez, je pense, qui sont déjà privilégiées, qui risquent de céder. Mais c'est un paradoxe, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Tout à fait. On va s'intéresser au Soudan pour y investir. Absolument. Donc en fait, comme c'est un pays neuf, nouveau, un des plus pauvres au monde, avec 1% du PIB de l'Afrique, on a 8 millions d'habitants, tous les indicateurs sont les pires de ce qu'on peut avoir de toute l'Afrique, c'est-à-dire la scolarisation, l'accès à l'eau, vraiment tous les indicateurs sont mauvais. Mais tout ça, ça veut dire qu'il y a des opportunités énormes d'investissement pour le développement du pays. Pas sur 1 an, 2 ans, mais quand on parle de 15-20 ans, c'est clair que quelqu'un un homme d'affaires qui a un entrepreneur qui a envie de faire des choses dans un pays, aider un pays à se développer, c'est l'endroit où... Donc vous nous conseillez le Soudan? On ne vous conseille pas, on dit juste que c'est un pays intéressant à observer et un secteur qu'on n'a pas l'habitude de regarder, un continent qu'on n'a pas l'habitude de regarder et qui aujourd'hui compte quand même, donc qui est quand même intéressant à regarder, à s'intéresser. Et je pense que le challenge aussi dans les prochaines années, ça va être les sociétés de gestion et les différentes hedge funds qui vont vouloir aller s'implanter là-bas. Comment ils vont faire pour pouvoir, on va dire, créer des titres sur des sociétés comme ça et comment ils vont pouvoir le faire. Ça va être intéressant. Donc nous, on reste ouvert à ce type d'investissement. Pour l'instant, en faire en direct, parce que nous, c'est ce qu'on sait faire, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de moyens de le faire. Ouais. Mais garder un œil, regarder ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 prochaines années, ça c'est toujours intéressant. Il faut quand même garder le pied là-bas, regarder un petit peu ce qui se passe. Donc vous donnez quand même 10, 15, 20 ans pour... Entre 15 et 20 ans, oui, oui, tout à fait. C'est l'objectif... si on veut investir là-bas, réellement... Faut être jeune. Voilà, et ce sera surtout des investissements qui ne seront pas liquides, comme on a l'habitude de faire, parce qu'acheter une action, c'est plus ou moins liquide, on peut l'acheter, la revendre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de capitalisme sauvage là-bas, comme les régulations ne sont pas encore très développées également? On voit la Chine qui investit beaucoup au Niger, dans le pétrole, etc. C'est le risque, non? Tout à fait, mais alors il faut, en fait, on parle toujours de l'Afrique du Sud et du Nigeria comme en fait les 2 pays principaux de l'Afrique. Donc il ne faut pas se focaliser et dire que ce sont les 2 pays d'Afrique, il y a quand même plein de pays autour qui sont intéressants à regarder. On passe au conseil de Sandrine. Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui? Aujourd'hui, comme on a dit, c'est compliqué d'investir directement sur l'Afrique, mais effectivement, je conseille de commencer à regarder ce continent et à être prêt au moment où les produits financiers se développeront, à mettre une petite partie de ses avoirs sur ce type de produits en Afrique. C'est déjà la fin, malheureusement. On se revoit demain pour une nouvelle édition Focus Eco. Restez avec nous, l'information continue.